Chaque année, un plus grand nombre de personnes meurent par suicide que du fait du VIH, du paludisme ou du cancer du sein, ou encore des guerres ou des homicides selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé OMS. L'agence onusienne rapporte que dans les pays à revenus faibles ou encore intermédiaires, les personnes âgées de 20 à 35 ans constituent la tranche d'âge la plus touchée par le suicide, alors que les pays à revenus élevés, il s'agit davantage des personnes âgées de 45 à 60 ans. Alors que le monde célèbre le 10 septembre la journée mondiale de la prévention contre le suicide, il est désormais grand temps de créer l'espoir pour susciter l'action et lutter ainsi de manière efficace contre le suicide. Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous recevoir sur le www.radio.jena.tg pour votre émission L'heure du droit. Comme invité, nous serons avec Dr Degboezin Sousselom, psychologue clinicien. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et vous êtes accompagné de M. Todjro Kodjo. Il est aussi psychologue clinicien, mais cette fois-ci au CHU Sylvanus Olympio. Bonjour M. Todjro. Bonjour. Merci. L'heure du droit, c'est avec vous, messieurs, et nous allons parler du suicide. Alors, vous êtes tous deux psychologues cliniciens. Dites-nous pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il paraît nécessaire de mettre en place une journée mondiale de la prévention contre le suicide. Merci. Comme, on va dire, toute problématique liée à la santé publique, et il est nécessaire de pouvoir prendre ce problème à bas le corps. Et sur le plan mondial, c'est la 19e journée internationale de lutte contre le suicide. Et donc, ces journées ont été, on va dire, dégagées pour sensibiliser la masse, la grande population sur ces différentes pathologies. Et quand on prend les difficultés que nous rencontrons dans nos sociétés de nos jours, il s'avère aussi nécessaire de porter l'information à la population, histoire de prévenir le suicide. D'accord, merci docteur Zinsou Deboué. Alors, M. Todjko, on parle souvent de suicide, tentative de suicide, comportement suicidaire et d'équivalence suicidaire. Ça fait beaucoup de mots quand même. Oui. Quel est le jeu de mots, la différence entre ces mots, tentative suicidaire, équivalent suicidaire, comportement suicidaire et le suicide? Ok. Si vous permettez un peu, je vais peut-être ajouter un petit mot par rapport à la nécessité d'instituer une journée internationale de prévention du suicide. Et de nos jours, nous constatons que ce problème est un véritable problème de santé publique de par son ampleur dans le monde. Et les statistiques le démontrent si bien. Les statistiques nous montrent que une personne se suicide dans le monde tous les 40 secondes. Une personne s'enlève la vie tous les 40 secondes. Et une personne fait des tentatives de suicide chaque 3 secondes. Donc, ce qui nous amène, selon les statistiques, à plus de 2 millions de personnes qui s'enlèvent la vie chaque année. Je pense que c'est un problème crucial. Vous l'avez dit au début de l'émission, que beaucoup de personnes, plus de personnes s'enlèvent la vie que des gens qui meurent par le sida et d'autres maladies que nous connaissons, les guerres et tout ça. Donc le suicide, il y a beaucoup de mots, de terminologie qu'on utilise. Le suicide, les tentatives de suicide. Je vais commencer par les tentatives de suicide. La tentative de suicide, c'est, pour parler simple, c'est une conduite par laquelle la personne veut surtout enlever la vie, c'est-à-dire enlever sa propre vie. Donc, si cette tentative-là est réussie, on parle de suicide. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend des produits toxiques pour s'enlever la vie, si on arrive à le sauver, on dira qu'il a fait une tentative de suicide. Mais si cette tentative, il en est mort suite à cette conduite-là, on dira qu'il s'est suicidé. C'est le suicide.
il y a d'autres terminologies qu'on rencontre, les exemples des comportements suicidaires. Oui, il y a de ces genres de comportements qui sont à haut risque. On constate que la personne prend des risques énormes. Des fois, c'est inconscient, c'est-à-dire ce n'est pas sciemment qui le fait, mais derrière ça, il y a un dégoût pour la vie. La personne veut s'enlever la vie. Il ne prend plus soin de sa vie. Donc, voilà un peu les comportements suicidaires. Il y a beaucoup de types de comportements suicidaires. Une personne qui souffre d'une maladie grave, qui à un moment donné refuse de prendre ses produits, par exemple, il est en train de faire un équivalent suicidaire, oui, qui est également dans les conduites suicidaires. D'accord. Oui. Docteur Deboué, on a évoqué les statistiques. Il y a une personne qui se suicide toutes les 45 secondes dans le monde. Une personne fait une tentative de suicide toutes les 3 secondes dans le monde. Et on se rend compte que les cas de suicide ont beaucoup plus explosé dans les pays modernes et dans certains pays africains avec cette crise du coronavirus. Dites-nous, quels sont les sous-bassements ou bien qu'est-ce qui peut conduire une personne à à pouvoir vouloir s'enlever la vie? D'accord. En fait, pour parler des facteurs, parce qu'on est sûr de rien, c'est pour ça qu'on parle de facteurs et non de causes. Pour parler de facteurs de suicide, on va les classer en 3 grands groupes. D'accord. Il y a les facteurs psychologiques comme quelqu'un qui peut être sujet à un abus sexuel, par exemple. Quelqu'un qui a été victime d'un choc émotionnel. Quelqu'un qui a été licencié de son travail. Et quelqu'un qui a un trait de personnalité compulsif ou impulsif va aller vers ce que nous appelons les conduites suicidaires. Maintenant, on peut également parler des facteurs médicaux ou biologiques. C'est-à-dire que là, le collègue vient de parler de quelqu'un qui est sous traitement d'une maladie chronique et arrivé à un moment, il en est marre de ce traitement qui dure dans le temps et donc va arrêter de prendre son traitement. Et donc, on parlera sur ce facteur-là, on parlera de maladies chroniques. Il y a des gens qui ont des antécédents de maladies psychiatriques, comme la dépression, les troubles bipolaires, les psychoses hallucinatoires, la schizophrénie. Et également, on parlera également des antécédents de conduite suicidaire qui peuvent également être à l'origine. En plus de ces 2 grands groupes de facteurs de risque, il y a également le troisième qui est les facteurs sociaux, économiques et politiques, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire quelqu'un qui a été victime d'un sinistre, d'un accident de route, on va dire des réfugiés. Quelqu'un qui a été molesté peut-être lors d'une manifestation. C'est ça, les réfugiés qui ont quitté leur pays pour des raisons de guerre, de crise politique et tout ça. Donc, de famine, tout cet ensemble-là peut faire que quelqu'un peut être amené à avoir des conduites suicidaires. J'en parlais la dernière fois sur une radio sœur pour parler de l'harcèlement sexuel dans un milieu professionnel également. La consommation des substances psychoactives n'est pas à écarter. D'accord. Alors, quand on regarde un peu au Togo, depuis un bout de temps déjà, on parle beaucoup plus des cas de suicide. Ça a augmenté il y a quelques jours, quelques semaines. Alors, quel est l'état de lieu que vous faites du suicide au Togo, vous qui êtes docteur clinicien? Oui, c'est vrai qu'on a des données hospitalières, je vais dire. C'est-à-dire que les cas qu'on notifie dans nos différentes structures de prise en charge, sauf que il y a une faiblesse au niveau de la coordination pour pouvoir, on va dire, sommer tous ces données. Ou soit c'est une idéation suicidaire qui est là dans un trouble de dépression, mais
en notifiant ça dans le registre de consultation, tu mettras le tool fast, c'est-à-dire que tu mettras la dépression et tu vas peut-être oublier de mettre les idéations suicidaires. Donc moi, je dirais que l'OMS a fait une étude qui a couvert 10 ans, c'est-à-dire de 2000 à 2019, on va dire, où et le Togo se retrouve dans le groupe des pays où les gens se suicident entre 10 à environ 15 cas sur 100 000. Voilà. Donc, c'est cette prévalence-là dont le Togo peut se classer dedans, et je suis sûr de dire que, voilà, actuellement, au Togo, on peut dire de façon ramassée, en se basant sur ces données de l'OMS, pour dire que 10 à 15 personnes sur 100 000 se suicident. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Togo, 10 à 15 personnes sur 100 000, ce qui fait peut-être 0,01% de la sur 0,01% exactement. Dites-nous, qu'est-ce qui peut justifier ce suicide-là, et quel est l'état de lieu que vous faites, vous qui êtes aussi au CHU Sylvanus Olympio, le plus grand hôpital du Togo? Comment est-ce que vous l'appréciez, ces données? Oui, nous pensons que la situation est alarmante au Togo. Et mis à part ces statistiques que mon collègue vient de dire, il y a une classification aussi de l'OMS qui date de 2019, qui classe le Togo comme le 8e pays en Afrique où les gens se suicident le plus. Le 8e en Afrique. Le 8e pays en Afrique où les gens se suicident le plus. Donc c'est alarmant. Et nous aurons pu constater, surtout ces derniers temps, la fréquence des personnes qu'on retrouve qui se sont ôtées la vie. Et donc dans nos hôpitaux, le collègue l'a dit tout de suite, des fois nous sous-estimons le phénomène, c'est-à-dire qu'on ne notifie pas toutes ces conduites suicidaires qui parviennent dans nos services, comme cela se doit. Ce qui fait que les chiffres que nous disposons ne reflètent pas réellement la réalité. Et par manque d'études sur le plan national, nous n'avons pas une statistique globale vraiment fiable sur laquelle nous pourrons nous baser. Mais dans nos consultations, ce que nous constatons, ces conduites suicidaires sont fréquentes et on les englobe souvent dans des pathologies et on ne sait pas les différencier pour les traiter comme tels. Et ça peut se retrouver, comme il l'a dit, dans les cas de dépression, comme dans des pathologies purement organiques, comme il vient de citer le cas de l'hypertension artérielle chronique, quelqu'un qui a fait l'hémiplégie, qui à un moment donné, qui se refuse de prendre ses traitements, il se situe dans cette dynamique de conduite suicidaire. Et c'est vraiment alarmant, c'est vraiment fréquent dans nos hôpitaux. Alors, on sait, quand je reste avec vous, M. Todjiko, on sait que les cas de suicide au Togo, on en a entendu beaucoup plus parler, les médias en ont relayé beaucoup plus, surtout avec cette histoire de pandémie à coronavirus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce coronavirus et quelle incidence sur ces personnes-là qui aujourd'hui tentent de beaucoup plus se suicider? Oui, nous savons de façon globale que cette pandémie est venue davantage altérer le vécu quotidien de tous les Togolais et partout dans le monde d'ailleurs. Donc, la précarité, le niveau de précarité est beaucoup plus élevé avec cette pandémie. Bon nombre de personnes dans leur activité sont empêchées et donc les revenus ne sont plus comme avant et la pauvreté s'est installée. Donc tout ceci accentue la souffrance psychologique des Togolais. Et nous pouvons dire que ceci peut expliquer davantage la fréquence que nous observons des cas de suicide dans notre pays. Et on peut mettre très simplement une relation entre la fréquence du suicide dans notre pays et la survenue de cette pandémie.
D'accord. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr sur le www.radio.jena.tg. Nous nous mettons au diapason de la journée mondiale de lutte contre le suicide et vous êtes bien sûr dans votre émission L'heure du droit et nous sommes avec le docteur Degbo Ezinsou Selom, psychologue clinicien, monsieur Todro Kodjo, il est aussi psychologue clinicien, lui au CHU Sylvanus Olympio. Alors, docteur Degbo, alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui un groupe de personnes qui sont beaucoup plus proches d'être suicidaires, d'avoir des comportements suicidaires ou des personnes à risque, des personnes à risque de faire des suicides, comme peut-être on pourrait dire, telle personne est prédisposée à faire le diabète, telle personne est prédisposée à faire telle. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées pour être suicidaires? Alors, pour répondre à cette question, on parlera tout de suite de la tranche d'âge. C'est-à-dire que peut-être on prendra ceux qui sont âgés de 15 à 45 ans. À 45 ans, qui sont des gens prédisposés à des conduites suicidaires. Et n'oublions pas également ceux qui ont des antécédents familiaux de suicide également. Ah bon? Oui. Comment? C'est-à-dire que... Expliquez-nous. C'est-à-dire que tu as eu un parent qui s'est suicidé. Oui. Et ces gens-là ont des prédispositions à ces conduites suicidaires. Je donne un exemple. Oui. En temps, sur les réseaux sociaux, il y a un cas où une dame s'est pendue devant son enfant dans une localité. Oui. Si on mettait cet enfant dans cette localité, il va y avoir des dits, malgré que la famille élargie de sa maman ou de son papa ne vont pas parler de ce cas. Mais dans la communauté, les gens seront tentés de lui parler de ça, de lui rappeler ça tout le temps. Et donc, cet enfant, en ayant cette information et tout ça, va le traiter à sa façon. S'il ne l'extériorise pas, peut être un lit pour ce dernier de pouvoir aller vers les conduites suicidaires une fois qu'il serait confronté à une difficulté de vie stressante, je veux dire. D'accord. Alors, M. Todjiko, vous avez quelque chose aussi à ajouter dans ce cas. Quelles sont les personnes à risque ou bien mieux prédisposées à faire le suicide? Oui, et je vais marteler par rapport à la tranche d'âge. Et il y a certaines tranches d'âge qui ont en leur sein des difficultés qui peuvent les amener à se suicider. Si nous prenons par exemple les adolescents, l'adolescence même est souvent vécue par bon nombre de personnes comme une période où on n'est pas compris et où la personne, des fois, l'enfant s'isole sur lui-même et rumine ses difficultés. Si cette tranche d'âge-là, si ces enfants sont confrontés à des situations de vie difficiles, ils peuvent facilement se suicider. Parce que en ce moment, ils ont une particularité de vivre sur soi-même, de ruminer leurs difficultés. Maintenant, à part la tranche d'âge, nous pouvons également voir certains phénomènes sociaux, par exemple, ceux qui sont des réfugiés, qui ont dû, par la force des événements, abandonner leurs biens et tout, qui se sont retrouvés dans des pays, ils sont vulnérables. Et si les conditions d'accueil ne sont pas très bien, ces personnes-là peuvent être dépassées par leur souffrance et chercher à mettre fin à leur vie. Et il y a également des personnes qui ont une certaine maladie mentale. Ceux qui ont des troubles bipolaires, par exemple, ou bien qui traînent une dépression. Et justement, c'était la question qui devait vous arriver. Quel est le lien entre santé mentale et puis suicide? Donc, je crois que vous allez vous suivre dans ce sens, monsieur Todjiko. D'accord. Donc, je parlais de la dépression. Au sein même de la manifestation de la dépression, et l'individu pense qu'elle n'a pas une valeur, que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue et tout. C'est des idées qui peuvent arriver chez quelqu'un qui est déprimé. Et donc, quand on a ces genres d'idées, des solutions qui peuvent venir à nous,
c'est de sauter la vie. Donc, le fait même, la dépression même porte en son sein des idées qui peuvent conduire à la dépression. Il en est de même pour certains des troubles également, comme la schizophrénie, où la personne peut avoir des informations comme quoi, dans son délire, et il peut penser que, bon, Dieu m'a dit de partir, et lui, il va aller se trancher la gorge, ou des trucs comme ça. Donc, ces genres de pathologies mentales peuvent être des facteurs à risque pour le suicide aussi. Voilà. Docteur, quel est ce lien entre santé mentale et suicide? Est-ce que c'est pas facile de dire, voilà, parce que voilà, il a des soucis mentaux qu'il se suicide? Non, il faut pas être réducteur. C'est-à-dire que les conduites suicidaires font partie de la santé mentale. Parce que c'est un comportement, on va dire, pathologique, déjà. Donc, quelqu'un qui affiche un comportement pathologique, déjà, on est dans le cadre de santé mentale. Et que on peut également retrouver les conduites suicidaires qui sont noyées dans les tableaux symptomatologiques des troubles mentaux, comme on vient de le dire. Et donc, quand on parle de conduite suicidaire, nous sommes bel et bien dans le champ de la santé mentale. Donc, je vais également préciser, on a parlé de l'âge pour ce qui est des facteurs de risque. Je vais également parler du sexe, sans oublier, parce que c'est l'une des variables sociodémographiques importantes. Donc, quand on prend 3 femmes et 3 hommes pour une femme, on note des conduites suicidaires chez eux, c'est-à-dire le suicide, quoi. C'est-à-dire il y a une femme sur 4 qui vont se suicider. Oui, qui vont se suicider à côté des hommes. Donc, cela voudrait dire que 3 fois d'hommes se suicident plus que les femmes. Et ceci également, quand on rentre dans les détails, va varier selon le mode opératoire. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, quand vous recevez excusez un griffes malades mentaux, qu'est-ce que vous faites avec leurs parents? Que dites-vous à leurs parents pour essayer de les canaliser, pour prévenir un tant soit peu ces cas de suicide? Alors, quand on reçoit les cas de suicide, c'est dans un premier temps d'évaluer là où la personne en est. Dans ce projet, est-ce que la personne s'est arrêtée uniquement aux idéations suicidaires, ou la personne a déjà fait une tentative, ou la personne a des conduites suicidaires, ou c'est des raptus suicidaires. Et donc, quand vous évoluez, vous allez même jusqu'à la fin pour voir est-ce que la personne a évolué dans son projet de suicide. Parce que chez certains, ce n'est pas un truc qui vient subitement. Bon, chez d'autres, où ça vient subitement, on parle de raptus suicidaire. Mais là où ce n'est pas un raptus suicidaire, c'est-à-dire, quand on parle de raptus suicidaire, c'est quelqu'un qui est là, sans signe d'alerte, et un beau matin va passer à l'acte parce qu'il est confronté à quelque chose. Donc, au-delà de ça, les autres vont montrer des signes d'alerte, où la famille est au courant, où la personne a prononcé certaines phrases qui doivent normalement vous alerter que ça ne va pas chez lui, il faut qu'on lui porte de l'aide. Donc, une fois que l'évaluation est faite, vous expliquez ça à la famille. Maintenant, quand il y a des idéations suicidaires intenses allant jusqu'aux tentatives et tout ça, c'est ce qu'il y a lieu de faire tout de suite, c'est d'amener la personne à l'hôpital pour une hospitalisation. Je profite également pour dire à nos collègues qui jouent le rôle ou remplissent la fonction de médecin, où on va leur amener un adolescent qui a fait une tentative de suicide. Il ne s'agit pas de soigner ou de faire un lavage gastrique tout de suite et de lui dire quelques conseils et laisser la personne partir. Non, il faut référer cette personne ou cette jeune fille ou ce jeune garçon à un spécialiste qui puisse être fait au niveau de cette personne. Donc, si c'est comme ça et qu'il y a... on voit que c'est important, on hospitalise la personne parce que sa vie est en danger. Donc, c'est ce qu'on fait et on va au-delà pour voir s'il n'y a pas un trouble mental sous-jacent. S'il y a un trouble mental sous-jacent, donc la prise en charge est de 2 ans. C'est-à-dire qu'il va y avoir un traitement
pharmacologique, c'est-à-dire on va traiter le trouble jacent avec des médicaments. Avec des médicaments et associé à un traitement non pharmacologique, c'est-à-dire à une psychothérapie. Voilà. D'accord. Alors, donc, M. Todjiko, aujourd'hui, le docteur Degbo a parlé tout de suite, il a dit il y a des signes qu'on n'arrive pas à interpréter forcément. Alors, quand vous en êtes dans la société, quels sont ces premiers signes qui peuvent nous dire attention, X et peut chercher à se suicider? Quels sont les signes qui peuvent nous alerter? Ok. Donc, mis à part les cas où subitement quelqu'un peut sauter la vie, et souvent, il y a un processus par lequel celui qui va se suicider passe. Il a d'abord, quand il est confronté à une situation difficile dans la vie, et il commence par chercher des solutions. Et quand il n'y a pas des solutions qui marchent pour lui, il se dit, est-ce que face à cette situation, si je quitte la vie, ce n'est pas mieux? Donc, voilà, les idées de suicide commencent par arriver. Et ces idées-là constituent pour lui une solution. Une solution parmi tant d'autres solutions. Il va éliminer les solutions. Quand d'autres solutions qu'il a ne marchent pas, ces idées-là finissent par s'affirmer. Et on peut entendre, ou bien si quelqu'un est proche de cette personne, il peut déjà avoir les échos de ces signes-là. Parce que des fois, ça se dit, on le formule. Il va dire, justement, face à cette situation, la seule idée qui me vient, c'est de partir. Des fois, on trouve que c'est des trucs, paroles banales, alors que c'est sérieux. Et donc, j'attire donc l'attention de toutes les familles quand vous avez un enfant ou un proche qui prononce ces mots, il ne faut jamais le prendre à la légère. Il faut réagir par rapport à ça, demander à ce que cette personne puisse aller voir un spécialiste en santé mentale pour qu'on puisse creuser à fond pour voir quelle souffrance la personne est en train de traverser pour qu'on puisse l'aider. Il y a d'autres choses comme l'isolement. Subitement, quelqu'un qui est souvent jovial et tout ça là, qui est ouvert et qui se renferme sur lui-même, qui s'isole, il faut se poser la question. Avec des crises de larmes. Il fait des crises de larmes aussi. Crises de larmes, comment? Il pleure? Oui, moindre chose, la personne va pleurer. Donc ça, c'est des signes d'une souffrance psychologique intense. Bon, pour vous d'autres, c'est le signe de celui qui trouve que la vie est injuste envers lui. Oui. Là, il pleure. Ça fait partie de ces traitements, de ces interprétations, de l'élaboration des pensées qui va amener vers le passage à l'acte. D'accord. Vous êtes bien sûr sur le www.radio.gena.tg dans l'émission L'heure du droit et nous évoquons la question du suicide. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'en parler, c'est vrai, sur les radios, vous, les psychologues, plusieurs organisations internationales comme HI, c'est-à-dire Humanité et Inclusion, Handicap International, tout ce beau monde, disent de parler du suicide. Est-ce que vous trouvez qu'il est judicieux d'en parler? Est-ce que quand on en parle, on n'encourage pas les gens à aller vers ce suicide? Docteur Degbo. Parler, oui. On doit en parler. Je vais paraphraser un adage éveillé qui dit quand tu souffres de quelqu'un et de quelque chose et puis tu le caches, c'est ce mal-là qui va te tuer. Donc, on doit en parler pour sonner l'alerte pour dire que, ok, il y a un problème de cet ordre. Il y a des gens qui peuvent ne pas le considérer comme un trouble mental qui se soigne à l'hôpital. Donc, c'est des occasions pour la population de savoir que, ok, c'est une difficulté que la personne rencontre, c'est un mal qu'il vit, ça se traite et la personne peut sortir de ça et ne pas aller vers le passage à l'acte. Là, on peut sensibiliser et on doit en parler. Maintenant, là où ce n'est pas bon avec l'utilisation des réseaux sociaux qu'on connaît de nos jours, c'est là où il faut vraiment faire très attention. Pourquoi? Parce que quand on partage des cas de suicide comme ça, il y en a
dans, je vais dire, le vécu de leurs problèmes. Peut-être qu'ils ont des idées suicidaires, mais ne savent pas par quel moyen Le faire. passer. Mais quand on partage ce genre de trucs avec les modes opératoires sur les réseaux sociaux, ça fait que la personne peut maintenant avoir une idée, évoluer dans son projet de suicide. C'est là où le bas blesse, où il ne faut pas monter des images. Et puis, à côté, ça peut aussi choquer d'autres personnes ou qui vont être des victimes, souffrir de ce que nous appelons de psychotrauma secondaire. En d'autres termes, ce n'est pas bon pour un journaliste, pour un membre de la société, de dire X s'est suicidé par tel moyen. C'est pas bon. X s'est suicidé. Tout court. Tout court. Pas de mettre les moyens. Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous l'avez compris, désormais, s'il y a un cas de suicide, vous voulez partager cela pour sensibiliser la population sur les méfaits du suicide. Il est bien de dire X s'est suicidé, mais ajouter le moyen qu'il a utilisé pour se suicider, c'est encourager autrui également à vouloir se suicider. Alors, monsieur Tochko, on reste avec vous pour dire, par rapport à cette sensibilisation, ces jeunes qu'on trouve, comment est-ce qu'il faudrait aborder la question du suicide avec ces jeunes, avec les jeunes, comment est-ce qu'il faudrait leur parler pour qu'ils évitent au maximum le suicide? Oui, pour amener les jeunes à éviter au maximum le suicide, je pense que c'est facile. La première chose à faire, c'est d'amener ces jeunes-là à s'ouvrir quand ils ont des difficultés. Parce que c'est quand on a des problèmes et qui nous dépassent et on n'a personne à qui se confier, on rumine ces difficultés, on cherche soi-même des solutions qui ne marchent pas, qu'on finit par se dire on n'en peut plus, il faut qu'on s'enlève la vie. Donc, la meilleure éducation pour les jeunes, c'est d'instaurer un cadre de discussion permanent entre les enfants et les tuteurs, les parents. Et ceci va permettre à ces enfants-là de pouvoir verbaliser leurs problèmes, de pouvoir dire leurs difficultés chaque fois qu'ils sont confrontés à certaines difficultés. Voilà un moyen vraiment simple pour amener les jeunes à éviter le suicide. Très simple et qui ne coûte pas du tout. Pas du tout. Et j'ajouterais que comme le collègue vient de parler de communication, il faut forcément plusieurs parties pour parler de communication. C'est-à-dire que c'est là où moi je veux véritablement amener les gens vers, c'est l'attitude des parents. Souvent, on pense que les enfants n'ont que des besoins fondamentaux. C'est-à-dire manger, se vêtir, la santé, se divertir, aller à l'école, avoir un toit. Ça ne s'arrête pas là. Les enfants ont d'autres besoins que les parents doivent être à l'écoute pour pouvoir déceler, être là pour eux, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut les accompagner. On ne dit pas de tout satisfaire, mais dans quelle mesure les accompagner. Ou quelles difficultés l'enfant a pour essayer de voir, de lui expliquer les choses de la vie. Parce que lui, il n'a pas cette maturité de comprendre les choses. Donc, aujourd'hui, on comprend bien que, il y a ces besoins fondamentaux à satisfaire pour les enfants. Donc, les parents sont en train de se chercher, tout le monde court de gauche à droite. Mais il faut quand même laisser ce temps-là être accessible, disponible pour les enfants pour pouvoir voir si, en plus des besoins fondamentaux, il n'y a pas d'autres besoins chez l'enfant. Alors, ce qui m'amène à vous poser cette question, quel est le nombre d'heures peut-être par semaine que vous préconisez? Je dis vous, je ne dis pas ce qui est la règle. Vous préconisez pour qu'un parent puisse avoir avec son enfant et comment aborder certains sujets assez sensibles. Il n'y a pas une code. Il n'y a pas une code pour dire qu'il n'y a pas un nombre d'heures. Quand tu reviens et que tu es fatigué, l'enfant veut te parler, il ne faut pas fermer la porte. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire je suis fatigué, laisse tomber demain. Non. Tu écoutes ton enfant. Il faut l'écouter. Il faut se montrer disponible pour l'enfant, pour communiquer avec l'enfant. Donc, on ne peut pas dire c'est tel nombre d'heures, il faut consacrer aux enfants. Si vous en avez plusieurs, vous voyez un peu.
Donc ça devient compliqué. C'est de se montrer disponible. Du moment où l'enfant fait la demande, vient vers vous de l'écouter. Il ne faut pas le renvoyer, en fait. À supposer que c'est un jeune garçon ou une jeune fille qui a été victime d'un abus. Il vient vers toi pour faire le développement, c'est-à-dire pour te parler de ça. Mais tu le refoules. Tu vois, tu le refoules et ça devient un problème. Et si l'agresseur est toujours dans le milieu, ça veut dire que... chaque jour, elle doit rencontrer l'agresseur. Et l'abus peut encore revenir. Continuer. Donc voilà. D'accord. Alors, M. Todjro, psychologue clinicien au CHU Sylvanus Olympio, les cas de suicide en Afrique, surtout en Afrique et au Togo, ça commence par grimper, on s'en inquiète, mais est-ce que ce n'est pas la résultante du fait que nous n'ayons pas l'habitude d'aller voir les psychologues, parfois, pour nos sujets? Oui, oui, bon, ça peut en être un, mais... Chez les Européens, pour moi, une chose, on te dit, va à l'hôpital, va voir un psychologue. Ouais, ben, il faut quand même noter que nous sommes en Afrique et en Afrique, nous vivons plus en communauté. Et donc, nous avons plus... qui tend à disparaître, le fait justement, de justement, il faut quand même le souligner. Il va développer. En fait, c'est des ressources qu'il va développer. C'est ça. Donc, nous sommes maintenant, nos communautés se développent et de plus en plus, les gens se retrouvent cloisonnés dans leur maison et tout. Et nous vivons à l'européenne. Mais il faut quand même le souligner que nous n'avons pas encore perdu tout ce que nous avons de valeur en ce qui concerne la vie en communauté. Donc ceci fait que chez nous, on se soutient en famille le plus. Mais il faut quand même le noter que la consultation d'un psychologue, c'est maintenant que les gens arrivent à comprendre cela. Et de plus en plus, les gens font recours aux psychologues. Oui. J'ajouterais que, oui, parmi les facteurs, j'ai oublié de parler de facteurs culturels qu'on tend à déceler dans notre pays. Dans certaines régions, on est en train de penser que le suicide est à caractère culturel, c'est-à-dire que il y a un groupe d'ethnies qui sont des gens qui rapidement vont aller vers le suicide, comme ça se fait chez les Japonais, les Yakuza. Donc c'est un peu ça. Maintenant, difficulté de consulter un psychologue pour les Africains, oui. On a parlé de communauté et on pense aussi que ce n'est pas un problème d'ordre santé mentale. Donc, tu ne veux pas aller voir un spécialiste. Ou soit, avant d'aller voir le spécialiste, si je fais une autre interprétation du genre mystico-religieux, c'est-à-dire que c'est dû à un envoûtement, je vais courir voir mon pasteur, qui peut-être ne va pas cerner le problème comme étant un problème de santé mentale, qui va se mettre à prier, alors que le résultat ne suit pas. Donc, il y a de ces difficultés. Et donc, oui, ça peut l'expliquer. Et comme quoi, il faut que petit à petit, on arrive à aller facilement vers le psychologue et d'avoir même des psychologues familiales. C'est-à-dire chaque famille doit avoir son psychologue, comme on a son avocat, on a son médecin et tout ça. À Radio Djena, on a vous deux. alors, M. Todjro, aujourd'hui, quelles sont les actions que le gouvernement mène ou doit mener pour lutter ou prendre en charge ceux-là qui ont tenté de se suicider ou lutter totalement contre ces cas de suicide? Oui, et l'action du gouvernement, ça peut se situer de façon globale dans le vécu quotidien de toute la population. En améliorant les conditions de vie dans le pays, on agit sur on fait la prévention du suicide, en fait, en permettant à toute la population de mieux vivre, d'être à l'aise. On améliore, ou bien on fait la prévention du suicide. Mais les actions du gouvernement peuvent se situer également au niveau des formations sanitaires. Le fait qu'on puisse rapprocher les structures de santé mentale de la population pour leur permettre de consulter facilement,
Je pense que l'État en fait beaucoup, mais il reste à faire. Parce que de nos jours, actuellement, sur toute l'étendue du territoire, il y a des structures de santé mentale. Dans les CHU, dans les CHP et dans les CHR. Et sans oublier également les communautés religieuses qui en créent aussi d'ici là. Donc, ce qui fait que de plus en plus, l'accès aux services de soins de santé mentale est beaucoup plus facile. Alors, mais il faut le souligner qu'il reste beaucoup à faire. Parce que particulièrement pour le problème de suicide, l'ampleur du problème fait qu'on doit aller au-delà. Pensez par exemple à un programme, à une stratégie nationale de prévention du suicide. Dans d'autres pays où le problème est grave, ils ont déjà leur stratégie avec des plans de prévention, plans d'action de prévention du suicide. Donc l'État va vraiment aller vers ça pour qu'on puisse vraiment cerner le problème et arriver à réduire ce taux. Alors, docteur Degbo, vous aviez voulu réagir. Oui, je voulais réagir quant à ce qu'il faut mettre à la disposition, c'est-à-dire de rapprocher les spécialistes de la population. Et donc, c'est d'aller vers cette décentralisation-là en mettant les spécialistes dans les structures de santé communautaire, où dans chaque commune, il faut avoir un psychologue ou un professionnel de santé mentale. Et donc, je dirais également, c'est également d'assainir l'environnement côté test. Je dis souvent, tests liés au milieu professionnel. Avant, tu vas voir dans les offres de formation et d'emploi, on va être capable de travailler sous pression. Je dis non. Je dis non parce que ça peut être un facteur qui va amener quelqu'un vers une dépression, plus tard des idées suicidaires. Donc de nos jours, il s'agit de veiller à assainir tout cet environnement-là pour que, de telle sorte que ces genres on va dire, de situation ou de faire puisse cesser, quoi. Alors, chers employeurs, évitez de mettre sous vos appels à candidature et appels d'offres d'être capable de travailler sous pression. Ce n'est pas mon mot, c'est le mot du docteur Degbo qui va d'ailleurs placer son mot de la fin. Alors, je dirais à nos auditeurs que c'est quelqu'un qui t'a créé. Donc, on comprend que on vit une douleur intense et on pense que le suicide est la seule issue pour mettre fin à cette douleur intérieure qu'on vit. Mais c'est aussi de se rappeler que c'est quelqu'un qui t'a créé, c'est quelqu'un qui t'a fait sans toi. Maintenant, pourquoi vouloir mettre fin à ce que quelqu'un d'autre a fait? Donc, de réfléchir sur ces phrases-là ou cette idée-là va amener la personne peut-être à désamorcer ce projet ou cette bombe. Monsieur Todjro, votre mot de la fin pour cette émission. Ok. Je dirais que nos communautés doivent vraiment être à l'écoute de leurs parents, des proches de façon globale. Et une fois qu'il y a des signes précurseurs d'une tentative de suicide, il faudrait qu'on aide ce proche-là à aller voir un spécialiste de la santé mentale pour bénéficier des soins qu'il faut pour l'aider à s'en sortir dans la situation difficile que cette personne est en train de traverser. Merci à vous, Monsieur Todjro. Je rappelle que vous êtes psychologue et clinicien au CHU Sylvanus Olympio. Vous étiez avec le docteur Degbo Zinsou Selom sur cette émission. Nous étions sur Radio Djena, le www.radio.djena.tg. Je rappelle que l'émission L'heure du droit passe désormais sur cette radio tous les jeudis à partir de 10h GMT. Alors, merci de nous avoir suivis dans cette émission. Il fallait créer de l'espoir pour susciter l'action et lutter contre le suicide. Nous en avons débattu assez autour de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la rediffusion jeudi à partir de 14h GMT sur nos mêmes antennes. Merci de nous avoir suivis. Restez des nôtres pour la suite des programmes sur Radio Djena. Je suis Eli Atipo.